vous êtes rendus disponibles dans cette période où on est tous et toutes pris par le mouvement pour cette assemblée de circonscription, où enfin, l'idée c'est de tous les 2 mois en fait, hein, on fait un bilan du mandat, de mon activité, et puis on fait un point aussi sur l'activité NUPES dans la circonscription et de comment on s'organise. D'habitude on fait ça en 2 temps, un temps plus situation politique et un temps plus activité, etc. Je pense que je vais mettre les 2 en même temps, parce que si on peut finir vers 19h30 pour rejoindre la manifestation et être embarqués tous au commissariat. Alors il y a une manifestation à la préfecture, je pense que la plupart d'entre vous êtes au courant, contre les violences policières, à la fois les violences policières qui ont été commises dans le cadre, et j'y reviendrai, dans le cadre sur les retraites, mais aussi des violences policières qui ont été faites à Sainte-Soline ce week-end. Juste alors, sur la situation politique, j'essaie de vraiment être à la serre et relativement court. Sur la situation politique, par rapport à la dernière fois, évidemment, donc on a ce grand mouvement des retraites, on était, je crois, déjà dedans la dernière fois, mais on est toujours dans un moment où les choses ne sont pas résolues. C'est-à-dire que globalement, le mouvement a été extrêmement massif. On est à la 10e journée de mobilisation, la 11e arrive la semaine prochaine. On est sur un mouvement qui est plus massif encore que 95 en termes de masse dans les mobilisations, etc. Donc ce mouvement a isolé le gouvernement et a isolé Emmanuel Macron. Globalement, il n'a pas le soutien de l'opinion, ça depuis le début. 93% des actifs, presque 75%, ça dépend des sondages, 75% des citoyens sont contre la réforme des retraites. Il n'a pas le soutien maintenant de la représentation nationale, puisqu'il est passé en 49-3. Et du coup, globalement, il est extrêmement isolé. Sachez, peut-être que ça transparaît moins, mais une grande partie des parlementaires Renaissance, Modem et Horizon voulaient aller au vote. Donc ça veut dire que quand il est passé en 49-3 et qu'il a refusé finalement le vote, il s'est mis aussi à dos durablement une partie des parlementaires de sa propre majorité. Donc on est dans une situation de crise institutionnelle où Emmanuel Macron est à peu près seul à vouloir absolument continuer. La preuve en est, c'est qu'il y a une partie de, j'aime pas trop dire ça, mais de la bourgeoisie au sens du bloc bourgeois, hein, c'est-à-dire de ceux qui font un peu la pluie et le beau temps, ou en tout cas dans les médias, qui l'ont abandonné. Après le 49-3, c'est assez flagrant de voir que à la fois sur BFM, Le Monde, Libé un peu moins, parce qu'ils ont un peu tourné quand même de ligne éditoriale, c'est moins significatif, mais les grands journaux l'attaquent, y compris sur le caractère antidémocratique, en fait, de ce qu'il est en train de faire. Donc globalement, on sent que le pouvoir est à un moment où il peut vaciller, mais il ne cède pas. Alors, on peut se dire qu'il est fou, on peut se dire qu'il est déconnecté. En réalité, je pense qu'il est dans une nasse, et que s'il cède, il sait très bien qu'ensuite, il n'aura plus de marge pour gouverner. Parce que s'il cède, en fait, il est dans une impasse. Soit il ne cède pas, et la colère va s'accentuer, et même si ça ne finit pas dans un mouvement d'ensemble complètement révolutionnaire, à la fin, de toute façon, son quinquennat est annulé, de toute façon. Mais s'il cède, c'est pareil. Parce que s'il cède, ça veut dire que les revendications qui vont aller derrière sur les salaires, pour les étudiants, ça a commencé, hein, allocation d'autonomie, Parcoursup, etc. S'il cède sur un truc, et sur les retraites, c'est assez majeur, tout le reste aussi ça va pousser à la mobilisation. Donc ça, il le sait aussi. Donc on est dans ce moment-là. Maintenant, il y a quand même des fragilités dans ce mouvement. Moi, la fragilité sur laquelle j'ai insisté à plusieurs reprises, c'est le fait qu'on a peu d'auto-organisation du mouvement et finalement peu de grèves reconductibles massives. Y compris, les journées de grève ont été suivies assez massivement dans l'éducation nationale et assez massivement à la SNCF, mais en réalité, on n'a pas eu de grève reconductible et il n'y a pas eu vraiment, à part quelques secteurs, de mobilisation où les secteurs s'emparent de la mobilisation. On commence à peine à avoir des assemblées générales massives dans les universités, hein, mais c'est depuis une semaine et c'est très très récent. Donc en fait, on n'a pas de moteur réellement à la base pour auto-organiser les piquets de grève, etc. Donc ce qui se passe, c'est que c'est un peu un substitutisme, c'est-à-dire que globalement, les acteurs les plus mobilisés n'arrivent pas à entraîner vraiment dans les grèves reconductibles une partie de leur secteur, typiquement dans l'éducation nationale, et du coup, ils font des actions de blocage. On sait très bien, ça prouve la radicalité du mouvement, etc., mais ça prouve aussi sa faiblesse. C'est-à-dire son incapacité pour l'instant, alors à cause de raisons qui sont à mon avis, et on pourra en débattre, hein, de la fragilité du mouvement ouvrier, la faiblesse des syndicats, la vie chère, tout ça fait que les gens ne sont pas prêts en réalité à se lancer dans une bagarre extrêmement dure en termes de grève reconductible. Donc voilà où on en est. Donc comment ça peut se dénouer? On va le savoir dans les jours qui viennent.
Il est possible qu'à un moment donné, si nous on continue et qu'on ne lâche rien, et je pense que c'est ça le message que nous on envoie, c'est de ne rien lâcher, de continuer d'être massivement dans les mobilisations, y compris d'être massivement dans la rue encore jeudi prochain, il est possible qu'à un moment donné, il y ait une porte de sortie qui soit offerte à Macron, soit par le Conseil constitutionnel, soit que lui mette une forme de pause, mais ne nous trompons pas. S'il dit pause et qu'il commence à lâcher, c'est qu'on a gagné, parce que s'il dit pause, il ne reviendra pas sur la réforme après. C'est très peu probable. Quand ça a été le cas sur la précédente réforme des retraites, ils ont dû mettre pause à cause du Covid. En fait, c'est la mobilisation quand même qui les avait contraints à mettre pause. Et ils sont jamais revenus sur la retraite à point. Bon, donc il faut obtenir ce pas en arrière de Macron. Voilà. Pour l'instant, on a des petits pas en arrière avec la victoire. Enfin, c'est pas une victoire complète, hein, mais déjà il y a quelque chose qui a été obtenu par les étudiants sur les bourses. Hein, c'est quand même pas complètement rien. 500 millions qui sont mis sur la table, même si c'est moi, vous avez vu mon communiqué, c'est quand même 37 € par mois, c'est quand même pas PSF, hein, pour le dire franchement. Voilà. Donc ça, c'est l'analyse de la situation. Alors, dans cette situation, moi, l'activité parlementaire que j'ai menée, donc je suis intervenu quand même pas mal, 7 ou 8 interventions sur les retraites en séance, et j'ai participé à 6 ou 7, je me souviens plus, meetings sur des retraites un peu partout en France, notamment dans la région, enfin région au sens où PACA, Brignoles, La Ciotat, etc. Bon. Globalement, à chaque fois, c'était des meetings NUPES, sauf Brignoles parce qu'on l'a fait au dernier moment. Et à chaque fois, la mobilisation était relativement forte, même si elle ne cassait pas la baraque, hein, pour dire les choses. C'est-à-dire qu'en gros, on avait une centaine de personnes à Carpentras un vendredi soir, c'est bien, mais voilà, c'est pas non plus le débordement, en fait. Hein. Et à chaque fois, la question de l'unité syndicale et la question de l'unité politique étaient un moteur. C'est-à-dire que les gens... voilà, ils étaient là aussi parce qu'il y avait de l'unité et il y avait le rassemblement. Enfin, je pense que moi, en tout cas, je vous le dis, je l'ai ressenti assez fortement dans les meetings. À chaque fois qu'on parlait de l'unité, c'était applaudi assez massivement et il y a vraiment une demande d'unité assez forte. Bon. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, en ce qui concerne l'activité, je vais basculer sur le reste de l'activité parlementaire pour vous donner quand même les choses qui ont été réalisées. J'ai fait le choix, ça avait été discuté, mais de déposer la proposition de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche en février, donc elle a été déposée, et on a commencé une activité autour de ça. Alors pourquoi j'ai choisi de le faire? On aurait pu reporter en se disant que ça allait être noyé par les retraites. Ça a été en partie noyé par les retraites, on n'a pas fait voilà, la une, mais de toute façon dans la recherche, les collègues là, on sait qu'en général, dans l'université et la recherche, à part sur la partie étudiante, on a du mal à se faire entendre des médias, etc. Enfin, c'est pas nouveau. Mais on a fait ce choix-là pour deux raisons. La première raison, c'est que je pense que si le mouvement des retraites peut aussi avoir des rhizomes et finalement se multiplier en plein d'autres mouvements, c'est si on élargit aussi les revendications. C'est-à-dire que je pense qu'il est aussi important, même si on doit avoir comme revendication principale le retrait de la réforme des retraites, ça peut aussi nourrir d'autres revendications, et on le voit sur les salaires, on le voit sur les charges locatives, et c'est vrai sur les étudiants. C'est-à-dire qu'une partie de la population va se mobiliser aussi sur d'autres raisons. Et donc mettre sur la table, comme on l'a fait dans la proposition de loi, on l'a amené ici, donc pour ceux qui veulent, on pourra vous la donner. Mettre sur la table l'allocation d'autonomie, la gratuité de l'université, mettre sur la table la fin de la précarité dans la recherche, mettre sur la table l'embauche massive d'universitaires et notamment l'allocation d'autonomie et le repas gratuit, enfin ce genre de choses qui parlent aux étudiants, c'est de nature à les mobiliser. La deuxième raison pour laquelle moi j'ai insisté pour qu'on dépose cette proposition de loi, et qu'on commence une campagne autour de ça, c'est que c'est une proposition de loi NUPES, au sens où l'ensemble des composantes de la NUPES sont signataires de la proposition de loi. Ce qui n'allait pas de soi, je le dis à chaque fois que je passe dans les différentes universités, ça n'allait pas de soi parce que s'il y a bien un secteur où faire l'unité de la NUPES n'est pas simple, c'est bien l'université et la recherche. Pourquoi? Parce que l'agenda néolibéral qui a fracassé le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche a été mis en place à la fois par la droite, mais accompagné par la gauche, et par tous les gouvernements de gauche, y compris le dernier, qui a continué à accompagner assez massivement en fait, les réformes structurelles de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc ça n'allait pas de soi qu'une partie des gens qui ont accompagné ça s'accordent avec nous, notamment sur Parcoursup, notamment sur l'allocation d'autonomie, notamment sur la suppression de l'Agence nationale de la recherche, et on y est arrivé, hein, donc avec des signataires comme Sandrine Rousseau pour ELV ou des signataires du Parti socialiste. Donc ils sont d'accord avec la proposition de loi. Et c'est assez important, pourquoi d'avoir une proposition de loi qui soit NUPES? C'est parce que dans ce moment politique, avec la progression de l'extrême droite, en tout cas qui est là en embuscade, même si elle n'est pas dans les manifs, il est absolument important qu'il y ait une alternative politique et que les gens
aient l'impression, ou en tout cas comprennent, qu'on est bien avec une alternative politique en capacité de gouverner, et on en fait la démonstration sur différentes propositions de loi. Hein. Et ça, je pense que c'est important, et en plus sur une base et sur une ligne relativement de rupture et relativement radicale. Donc voilà, et donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a la proposition de loi, on a fait une présentation de la proposition de loi à Sciences Po, je suis allé aussi à Toulouse, à la demande d'ailleurs de LV, on est allé aussi à Montpellier, on a été discuté aussi avec les étudiants Lumini, et on va continuer comme ça jusqu'au mois de juin, soit moi, soit d'autres signataires en fait, de la proposition de loi à circuler. Voilà pour les deux grosses actualités. Alors évidemment, ce qu'on continue à faire assez massivement au sein du cabinet, donc évidemment, on a été sur les piquets de grève, tout ça, on a essayé d'être dans solidarité, mais aussi sur le travail de fond, on a continué un travail d'audition, alors notamment avec Pauline et Maëva pour ce qui concerne Marseille, un travail d'audition qu'on continue en général les lundis et les vendredis, surtout les vendredis, où on rencontre des acteurs, alors ça se voit pas, on communique pas forcément dessus, mais je vous le signale, avec des acteurs qui nous sollicitent. Vendredi dernier, donc on a rencontré, je vous donne juste vendredi dernier, que ça vous donne des éléments, on a rencontré le syndicat des avocats de France, donc qui nous a donné des éléments sur la loi qui est très grave, qui devait arriver, la loi Darmanin sur l'immigration, mais aussi sur la loi qui est en cours sur les expulsions locatives. Donc là, on a rencontré 5 avocats et c'était vraiment passionnant, 3 heures de discussion avec eux, on a récupéré énormément de choses. Ensuite, on a rencontré Mathilde Chaboch, qui est en charge de l'urbanisme à la ville de Marseille. On a discuté d'un certain nombre de dossiers qui nous sont remontés et on voulait avoir son éclairage sur ces dossiers. Il y a plus longtemps, on avait rencontré aussi Audrey Garino sur les questions sociales. Donc, on rencontre aussi les acteurs de la ville. J'avais aussi rencontré Didier Jo lors d'un repas avec son cabinet pour discuter aussi des questions voilà, sur le 4-5. Et l'après-midi, ça c'était le matin, on a rencontré aussi les acteurs de la culture avec le CINAVI, qui est un syndicat des arts vivants. Et du coup, on a discuté de la place de la culture, des compagnies de théâtre, etc. Et notamment de ces tiers secteurs. Donc tout ça est intéressant parce que à chaque fois qu'on rencontre des acteurs différents, puis je peux dire qu'il y a des choses, on a aussi par exemple rencontré, ça c'était le plus surréaliste hein, dans nos auditions, c'est quoi le plus surréaliste à ton avis, Pauline? Et ben c'est quand même celui qui nous a rencontré pour Frontex, parce que il trouvait qu'il n'avait pas assez de primes voilà, donc Frontex, c'est ce qui organise la gestion à l'échelle européenne des frontières, et d'avoir auditionné quelqu'un de Frontex, c'était assez particulier. Mais en fait, sachez que je suis sollicité, et je voulais vous faire passer ce message. N'hésitez pas, alors on ne peut pas répondre forcément dans la journée, mais n'hésitez pas, quand vous avez des acteurs que vous trouvez intéressants dans la circonscription, n'hésitez pas à me le faire savoir, et n'hésitez pas à organiser en fait une audition. Voilà, c'est pas forcément public. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être aussi assez tranquilles sur le fait qu'on ne communiquera pas dessus forcément, parce que certains acteurs ne veulent pas forcément s'afficher avec un député, et un député les filles encore moins des fois. Donc on peut avoir des acteurs qui ne sont pas forcément proches de nous politiquement, d'ailleurs hein, ça nous arrive dans nos auditionnés. Mais voilà, je voulais conclure juste là-dessus pour vous dire que c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai sûrement oublié plein d'autres éléments sur l'actualité. Évidemment, il y a ce que j'ai pas dit, mais il y a l'impasse dans laquelle se trouve le gouvernement. Mais j'y pense maintenant parce que c'est aussi pourquoi on va aller peut-être manifester tout à l'heure, fait que la solution pour lui c'est la répression. Et donc on est dans une augmentation féroce de la répression. Donc moi je suis passé plusieurs fois voir les conditions de garde à vue à Paris et à Marseille. On était hier soutenir ceux qui ont été inculpés pour la manifestation contre Reconquête. Hier, on était au rassemblement de solidarité. Je crois que c'est important qu'on soit nombreux ce soir. Parce qu'ils vont essayer de nous diviser avec la question d'un côté des dégradations, parce qu'en réalité il n'y a pas vraiment de violence du côté du mouvement, il y a surtout des dégradations matérielles, hein. En fait il y a des feux de poubelles, mais il n'y a pas énormément de violence. Enfin, les manifestants qui sont violents avec la police sont relativement rares, et en général c'est plus de la légitime défense, j'ai presque envie de dire. Et par contre, ils vont essayer de nous diviser avec ça, donc on essaie de tenir la ligne. Nous, on ne défend aucune dégradation, aucune violence, mais néanmoins, on est quand même dans une impasse, puisque le pouvoir n'écoute pas et n'écoute personne. Et donc, on comprend aussi la colère, et notamment dans les rues de Paris. Ça s'est quand même exprimé assez fortement après le 49.3. Voilà, maintenant, on fait une discussion sur tous ces sujets. Et puis voilà. Vas-y. J'ai été témoin, moi.